quittâmes l'Eure et la rive de l'Avre. J'avais 2 ans. Nous déménageâmes en Normandie, au Havre. Le port, la ville commençait à se reconstruire. Nos chambres donnaient sur des ruines sans fin, au bout desquelles on percevait la mer. Ma mère se tenait toujours à l'extrémité de la table à manger, le dos à la porte de la cuisine. Brusquement, ma mère nous faisait taire. Son visage se dressait. Son regard s'éloignait de nous, se perdait dans le vague. Sa main s'avançait au-dessus de nous, dans le silence. Maman cherchait un mot. Tout s'arrêtait soudain. Plus rien n'existait, soudain. Éperdue, lointaine, elle essayait, l'œil fixé sur rien, étincelant, de faire venir à elle, dans le silence, le mot qu'elle avait sur le bout de la langue. Nous étions nous-mêmes sur le bord de ses lèvres. Nous étions aux aguets, comme elle. Nous l'aidions de notre silence, de toute la force de notre silence. Nous savions qu'elle allait faire revenir le mot perdu, le mot qui la désespérait. Elle hélait, hallucinée, sa masse vacillante dans l'air, et son visage s'épanouissait. Elle le retrouvait, elle le prononçait comme une merveille. C'était une merveille. Tout mot retrouvé est une merveille. Comme celui qui tombe sous le regard de Méduse se change en pierre, celle qui tombe sous le regard du mot qui lui manque a l'apparence d'une statue. Comme Orphée qui se retourne, soudain pour vérifier, pour s'assurer que son amour est là, qu'il est bien en train de remonter à sa suite de l'enfer, pétrifie la renaissance d'une émotion sous la forme mensongère d'un souvenir, la contention où plonge la recherche du nom immobilise le retour auquel elle s'applique. Elle entrave ce qu'elle espère. Cette expérience du mot qu'on sait et dont on est sevré est l'expérience où l'oubli de l'humanité qui est en nous agresse, où le caractère fortuit de nos pensées, où la nature fragile de notre identité, où la matière involontaire de notre mémoire et son étoffe exclusivement linguistique se touchent avec le doigt. C'est l'expérience où nos limites et notre mort se confondent pour la première fois. C'est la détresse propre au langage humain. C'est la détresse devant ce qui est acquis. Le nom sur le bout de la langue nous rappelle que le langage n'est pas en nous un acte réflexe, que nous ne sommes pas des bêtes qui parlent comme elles voient. Qu'un mot puisse être perdu, cela veut dire « la langue n'est pas nous-mêmes ». Que la langue en nous est acquise, cela veut dire « nous pouvons connaître son abandon ». Que nous puissions être sujets à son abandon. Cela veut dire que le tout du langage peut refluer sur le bout de la langue. Cela veut dire que nous pouvons rejoindre l'étable, ou la jungle, ou l'avant-enfance, ou la mort. Vue d'avion, des champs de céréales laissent affleurer parfois l'ombre humide de ruines passées que nul ne désenfouira parce qu'aucune appropriation ne peut être tentée sur des terres aussi vastes et aussi riches. Sont-elles des villae romaines ? Sont-elles des vieux sanctuaires néolithiques? Sont-elles des camps celtes ou trahissent-elles une vieille usine du XIXe siècle qui a été rasée récemment? Ce sont ces ombres en nous qui surgissent en relief, sans réalité, sans capacité de les réveiller dans la distance que procure la défaillance d'un mot. C'est une ombre qui presse et qui sans cesse est tapée de nouveau dans l'abîme à l'intérieur du corps, dans l'abîme de la gorge, ou encore une vapeur qui fuit à l'extérieur de soi, légère masse d'un mot qu'on a laissé s'échapper dans l'air qui environne et qui s'y est émietté. Soudain, je suis un reliquaire dont la relique s'évade, qui semble consentir à revenir et qui fuit. J'ai la mémoire de ce dont je ne me souviens pas. Ma mère, c'est un souvenir qui me revient à elle, comme la main au bras, c'est cette scène. C'est la scène qui me la restitue tout entière. Elle est moi alors, comme aussi peu la langue dans ma bouche. Elle est ce regard perdu, nous n'importions pas. J'ai perdu 2 fois le langage. À 18 mois, je me suis tue. Je mangeais dans le noir, sur une table bleue à clé, dont je me souviens mieux que de moi-même. Elle se pliait. C'était ma table de silence. C'est pour ça que je n'ai jamais pu écrire sur une table ou un bureau et que j'en posséderai jamais. La violence ne m'a jamais paru connaître une notion comme l'épargne.
J'étais cet enfant que le silence a passionné. J'étais cet enfant qui misait la totalité de sa vie sur l'effort de ma mère pour retrouver un nom dont elle avait mémoire en étant privée. Je m'identifiais tout entier au mouvement de pensée de ma mère, parcourant avec détresse les canaux et les chemins où un mot s'était dérouté. Plus tard, je m'identifiais au père de ma mère. Plus tard, je m'identifiais au grand-père de ma mère. Ce faisant, je ne faisais que justifier une identification programmée dès avant mon arrivée à l'ère par ma mère, puisque les deux petits noms associés à mon prénom étaient leurs prénoms, Charles et Edmond. Enfant, il me parut qu'il fallait acquérir le savoir philologique, grammatical et romain de mon grand-père pour devenir le poète qu'aurait voulu être mon arrière-grand-père. Tous les deux avaient professé à la Sorbonne. Tous les deux avaient collectionné les livres. C'est ainsi que j'aurais absurdement cherché à retrouver le temps. C'est ce qui m'a jeté sur les rives de Rome, qui m'a jeté dans les ruines d'Our, jeté enfin dans les grottes les plus anciennes aux parois silencieuses et graffitées. Nos vies sont les sujets étranges de tyrannies qui sont des erreurs. Il est curieux de noter que des livres que j'ai écrits ont connu le succès en déterrant de vieux fantômes morts inconnus qui portaient en eux plus d'avenir que des vivants. Les livres sont ces ombres des champs. J'étais cet enfant précipité sous la forme de cet échange silencieux avec le langage qui manque. Je fus ce guet silencieux. Je devins ce silence, cet enfant retenu dans le mot absent sous forme de silence. Cette dépression d'enfant eut lieu après que nous déménageâmes au Havre, parce que me quittait une jeune femme allemande qui s'occupait de moi, tandis que ma mère était alitée et malade. Je l'appelais Mouti. Je devins mutique. Je parvins à m'ensevelir dans ce nom encore plus cher de celui que de ma mère et qui était par malheur une injonction. C'était un nom, non pas au bout de ma langue, mais au bout de mon corps. Et le silence de mon corps était seul capable d'en rendre présente en acte la chaleur. Je n'écris pas par désir, par habitude, par volonté, par métier. J'ai écrit pour survivre. J'ai écrit parce que c'était la seule façon de parler en se faisant. Parler mutique, parler muet, guetter le mot qui manque, lire, écrire, c'est le même. Parce que la dépossession fut le Havre. Parce que c'était la seule façon de demeurer abrité dans ce nom sans tout à fait m'exiler du langage, comme les fous, comme les pierres, qui sont malheureuses comme elles-mêmes, comme les bêtes, comme les morts. Je fus de nouveau contraint à me taire quand j'eus l'âge de 16 ans. Je tais pourquoi. Ce conte, que j'intitule « Le nom sur le bout de la langue » est mon secret.